accept her, one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, Gooba gobble. Gobble, gobble, gobble. One of us. Là où est le commencement, là aussi sera la fin. Carnaval doit réapparaître. Nous parlons ici de la première spiritualité des hommes, celle dont les origines vont se perdre dans la nuit des temps, celle que toutes les religions, après s'en être inspirées, ont détournée et attaquée. Des cérémonies indiennes de Holi aux Lupercales romaines, en passant par les Dionysies de la Grèce antique et les fêtes du Nouvel An, les périodes de l'année que l'on dit festives sont des réminiscences de celles-ci. Des temps de transe et de métamorphose, de rupture avec la vie quotidienne laborieuse et de retour à l'état primitif divin. Cette période où l'humanité aurait vécu heureuse, sans inégalité, sans hiérarchie, sans privation, sans division, l'âge d'or. En l'absence de tout justicier, spontanément, sans loi, la bonne foi et l'honnêteté y étaient pratiquées, écrit Ovide dans les Métamorphoses. Le châtiment et la crainte étaient ignorés. On ne lisait pas sur les murs des menaces gravées dans le bronze, et la foule suppliante des plaideurs ne tremblait pas devant le visage de son juge. Sans justicier, tous étaient en sûreté. La terre elle-même, libre de toute contrainte, donnait sans être sollicitée tous ses fruits. Satisfaits d'aliments produits sans nul effort, les hommes cueillaient les baies de l'arbousier et les fraises de la montagne, les mûres adhérant aux buissons épineux et les glands tombés de l'arbre touffu de Jupiter. Nous parlons ici de la première vie des hommes. À défaut d'autres noms, nous l'appellerons carnaval, même si l'étymologie de son nom est douteuse. Certains disent qu'il s'agit d'un emprunt à l'italien carnevale, littéralement enlever la viande, ce qui correspondrait à l'arrivée de carême, les 40 jours où l'on doit s'abstenir de manger des aliments gras. D'autres ont parlé de carovale, adieu à la chair, désignant l'imminence d'une période d'ascèse. Et quelques autres, enfin, y ont vu la contraction du charnaval, en relation avec la barque d'Isis, dont la procession rituelle symbolisait le retour des dieux. Malgré la condamnation du rire et des réjouissances par Tertullien et les pères de l'Église, l'esprit du carnaval continua d'officier en Occident tout le long du Moyen-Âge, à travers la fête des Sceaux, la fête de l'âne, les fêtes du temple avec leurs géants, nains, monstres et bêtes savantes, ainsi que leurs sermons joyeux, promulgués par des bouffons prenant la place des prêtres. Mais cette réversibilité des puissances du haut et du bas était appelée à être de plus en plus sévèrement circonscrite avec le temps. On date du XVIIe siècle la reprise en main de la fête par l'État, son institutionnalisation sous la forme de fêtes officielles. Les fêtes officielles avaient pour but de consacrer l'inégalité, écrit le spécialiste de Rabelais Mikhaïl Bakhtin, à l'opposé du carnaval, où tous étaient considérés comme égaux et où régnait une forme particulière de contact libre, familier, entre des individus séparés dans la vie normale par les barrières infranchissables que constituaient leurs conditions, leur fortune, leur emploi, leur âge et leur situation de famille. C'est également entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que s'instaure une pratique de plus en plus policée de spectacle. C'est la consécration de la rampe, qui marque la distinction du spectateur et de l'acteur. En outre, l'âge classique peut être caractérisé par l'apparition de la hiérarchie des genres dans l'appréciation esthétique et d'une distinction entre culture populaire et culture académique, la deuxième tentant toujours de s'approprier les bénéfices de la première et simultanément de s'y substituer. L'art devient l'apanage des gens cultivés. Au peuple, on laissera les divertissements. La fête a quasiment cessé d'être la seconde vie du peuple, sa renaissance et rénovation temporaire, écrit encore Bakhtin. Quasiment, parce qu'en réalité, le principe de la fête populaire du carnaval est indestructible. Rétréci et affaibli, il n'en continue pas moins à féconder différents domaines de la vie et de la culture. Face à une culture théâtrale se voulant de plus en plus codifiée, basée sur le texte, l'esprit de carnaval est réinventé en Angleterre au XVIIIe siècle par Philip Astley sous la forme du cirque moderne, avec ses successions de numéros, mêlant exploits acrobatiques et funambulesques, animaux dressés et intermèdes comiques, réinvestissant surtout le principe de la piste circulaire, qui implique la présence visible du spectateur dans le spectacle. Au sein de ce déploiement historique, l'apparition du cinéma, de Hollywood comme religion, peut être considérée comme une césure. Et daté de 1932, Freaks de Todd Browning est un film qui regarde à la fois en arrière, le chemin que nous avons quitté, celui des cirques errants, des roulottes de gitans et des foires de monstres, et en avant, celui non seulement de Hollywood et du cinéma, mais également de la télévision, des plateaux de débat et des reality shows, de la cyberculture, d'Internet et des réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement le plus beau film du monde. C'est celui qui nous prépare à affronter, avec toutes les armes nécessaires, le monde qui vient. C'est maintenant que ça commence. Bienvenue dans la fin du film, épisode 4, Freaks de Todd Browning, Carnaval doit réapparaître.
Avant le film, un message est projeté au spectateur. L'amour de la beauté est une impulsion profonde qui remonte aux sources de la civilisation. La révulsion que nous ressentons à la vue des anormaux, des estropiés et des mutilés est le résultat du conditionnement de nos ancêtres. La plupart des monstres ont un esprit sain et des émotions ordinaires. Leur sort est pathétique. Ils sont forcés de vivre un destin peu naturel. Ils se sont donc bâtis un code de conduite afin de se protéger. Les règles de celui-ci sont strictement observées. La blessure de chacun est portée par tous. La joie de chacun est portée par tous. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. L'histoire qui va vous être révélée raconte l'impact de ce code sur leur vie. C'est le dernier film de ce genre, car la science et la tératologie élimineront rapidement de telles aberrations de la nature. Avec humilité devant les injustices qui leur furent faites, nous présentons l'histoire horrifique des anormaux et des indésirables. The most astounding living monstrosity of all time. Le film qui va suivre fait à peine plus d'une heure. Il commence par la présentation, par un bonimenteur, d'un phénomène de foire. Les spectateurs sont horrifiés, mais on ne la voit pas. Un fondu enchaîné nous montre celle-ci du temps de sa splendeur. Elle est équilibriste dans un cirque et elle s'appelle Cléopatra. Hans, un Lilliputien, la trouve très belle. She's the most beautiful big woman I have ever seen. Ce qui attriste la fiancée de Hans, Frida, elle-même Lilliputienne et écuyère. On voit ensuite les freaks prendre un peu de bon temps dans la nature. C'est une des rares scènes qui se situe en dehors de l'espace du cirque et des roulottes qui l'entourent. Les freaks chantent et dansent joyeusement. Mais ce terrain est une propriété privée. Un Français et son domestique interviennent. La patronne du cirque, Madame Tetralini, jouée par Rose Dion, une ancienne partenaire de Sarah Bernard, les défend. Ce sont des enfants, dit-elle. Quand j'en ai l'occasion, je les emmène au soleil. Le hobereau présente ses excuses. Une fois celui-ci parti, Madame Tetralini dispute gentiment les freaks. Combien de fois vous ai-je dit de ne pas avoir peur ? Combien de fois vous ai-je dit que Dieu veille sur tous ses enfants ? On retourne au cirque. Les êtres humains non difformes qui y travaillent sont pour la plupart méchants et moqueurs envers les freaks. Seule échappe à cette méchanceté une jeune femme nommée Vénus et le clown Frosso, qui sont pleins de tendresse et de sympathie pour eux. En particulier pour la microcéphale Schlitzie, que Frosso complimente pour sa beauté et à qui il compte offrir un beau chapeau. If you're a good girl, when I get to Paris, I'm going to buy you a big hat with a long, beautiful feather on it. Oh, hello, Elvira. Hello, Jenny Lee. Le plus agressif envers les freaks est l'homme fort, Hercule. Il a été autrefois l'amoureux de Vénus, mais lorsque le film commence, on assiste à leur séparation et Hercule entame une relation érotique avec Cléopatra. Celle-ci est gardée secrète, Cléopatra désirant continuer à bénéficier des cadeaux de Hans, qui lui offre des fleurs, une corbeille de fruits, des bijoux, du champagne. Pire, on apprend qu'elle compte l'épouser puis le tuer pour hériter de sa fortune. And you sent for it specially for me? For the most beautiful woman in all the world. Frida, avec qui Hans se sépare en vue de demander la main de Cléopatra, essaye de le prévenir de son erreur, mais il n'écoute pas. To me, you're a man. But to her, you're only something to laugh at. The whole circus, they make fun by you and her. Let them laugh. Pour moi, tu es un homme, lui dit-elle. Pour elle, tu es un jouet. Frida confie ses malheurs à Vénus. Vénus et Frosso partagent le quotidien des freaks, leurs blessures et leurs joies, comme la naissance de l'enfant de la femme à barbe. Ils commencent également à être attirés l'un par l'autre. À 37 minutes 30, nous voyons un carton, le seul du film, la fête de mariage. C'est la scène la plus mémorable et la plus importante de Freaks. Pas seulement parce que le cœur de l'action s'y déploie, Hans épouse Cléopatra et celle-ci glisse du poison dans son champagne. En outre, ivre, elle se moque méchamment de lui et embrasse goulûment Hercule devant Hans, qui commence enfin à comprendre. Mais surtout, on voit les Freaks exécuter une sorte de cérémonie rituelle, initiatique. Ils déplacent une coupe géante de champagne dans laquelle tous boivent une gorgée alors qu'ils chantent à l'intention de Cléopatra admise dans leur monde. Une des nôtres, on t'accepte, on t'accepte. Cléopatra ne veut pas faire partie de leur monde. Elle ne boit pas leur coupe, elle leur balance le champagne à la figure et insulte les freaks qui s'éloignent. Tu me remplis de honte, dit Hans.
Hercule dépose alors Hans sur les épaules de Cléopâtra, qui tourne autour de la table, ivre, en riant. Après cette humiliation, Cléopâtra et Hercule font mine de s'excuser. Hans ne les blâme pas. Il n'en veut qu'à lui-même. Il aurait dû savoir que Cléopâtra ne l'aimait pas. Le juge des divorces, commande-t-il, rira bien de ma bêtise. Mais le Lilliputien, qui avait été préalablement drogué, s'évanouit. À partir de cet instant, Cléopâtra et Hercule vont tenter de le tuer, lentement, avec du poison. Les Freaks ont compris le stratagème. Alors que Hans fait semblant de boire le poison que Cléopâtra lui donne comme remède, ses amis se préparent à agir. Pendant ce temps, Hercule et Cléopâtra se méfient surtout de Vénus, qui, pense-t-il, en sait trop. La nuit tombe. Alors que les caravanes du cirque se déplacent sous l'orage et sur des routes cabossées, Hercule entre dans la caravane de Vénus pour la tuer, mais Frosso intervient. Après avoir été confronté à sa tentative d'empoisonnement, Cléopâtra fuit dans la nuit, poursuivie par les Freaks qui attaquent également Hercule. On retourne à la scène du début, le phénomène de foire. Cléopâtra a été transformée en canard humain. Believe it or not, there she is. Précisons que cette conclusion a été largement raccourcie par les studios. Initialement, on ne voyait pas seulement Cléopâtra fuir dans la nuit. Un arbre foudroyé tombait sur elle, lui écrasait les jambes, et les Freaks l'entouraient et la recouvraient de boue dans une scène de magie cérémonielle. En outre, accompagnant le canard humain, on retrouvait Hercule chantant une voix si aiguë qu'on comprenait qu'il avait été émasculé. Une dernière scène, ajoutée à la demande de la MGM, nous montre Hans dans son château, ne voulant voir personne. Accompagné par Frosso et Vénus, Frida réussit malgré tout à entrer chez lui. Alors que Hans, honteux, pleure sur les genoux de Frida, celle-ci le console et lui dit qu'elle l'aime. Fin du film. Tout d'abord, qui est Todd Browning, le réalisateur de Freaks ? Cette question est moins aisée à répondre qu'il n'y paraît. Charles Albert, dit Todd Browning, est né à Louisville, dans le Kentucky, le 12 juillet 1880. C'est le troisième enfant de Charles Leslie Browning et de Lydia Jane Fitzgerald, deux géants. Surtout Lydia, 1,90 m. Nous ne savons pas le métier de ses parents. Louisville, située dans le Kentucky à la frontière de l'Indiana, est à l'époque une ville de moyenne importance, mais qui est dotée d'un port très actif, qui brasse un univers cosmopolite et accueille de nombreux spectacles itinérants. Todd dira régulièrement en interview s'être enfui de chez lui à 12 ans. Après un coup de foudre pour une danseuse, il l'aurait suivi dans un cirque errant, où il serait devenu bonimenteur, puis avaleur de serpents, clown, acrobate, contorsionniste, chanteur, musicien, magicien. Ce milieu me plaît, dira Todd Browning, parce qu'il permet à ceux qui est épars de se rassembler. Faire partie d'une minorité oblige à gommer et à ne pas tenir compte de la différence. Son principal numéro aurait été l'enterré vivant, un numéro où il aurait été hypnotisé et placé sous la terre jusqu'à 48 heures d'affilée. De retour à Louisville, il serait devenu jockey avant de partir pour Hollywood. Mais cette vie fantastique est sujette à spéculation. Si l'on en croit les registres de la ville, Charles Browning serait resté à Louisville jusqu'en 1908 ou 1909, c'est-à-dire l'âge de 28 ou de 29 ans. Et il aurait officiellement exercé le métier d'employé de bureau. Il se serait marié en 1906 avec une certaine Amy Louise Stevens, une femme pas du tout liée au milieu du cirque. Dès le début, la biographie de Browning est un objet piégé. Todd Browning n'est pas Charles, c'est un double de music-hall, de spectacle. Et le music-hall est le double de la vie. L'histoire racontée par Browning à la presse est une sorte de remake du roman de James Otis Keller, Toby Tyler or 10 Weeks with a Circus, qui donnera une production Walt Disney assez aseptisée, connue en France sous le nom Le Clown et l'Enfant. C'est l'histoire d'un enfant qui fuit sa famille et intègre un cirque rempli de saltimbanques et de freaks avec lesquels il tisse des liens d'amitié. Toby Tyler est un récit archétypal. Il décrit l'attraction des enfants pour la vie nomade, les cirques errants et la solidarité des exclus de la société. En 1911, Browning divorce et part à New York. Il joue dans une pièce de théâtre, The Wheel of Mirth. Le comédien Charlie Murray le présente à Griffith, qui le fait jouer dans deux comédies, Scenting a Terrible Crime et A Fallen Hero. Todd Browning suit Griffith à Hollywood en 1914. Il fait l'acteur, puis il devient scénariste et même assistant réalisateur de Griffith sur Intolérance. Il réalise également 14 courts-métrages, tous aujourd'hui perdus. En 1917, âgé de 37 ans, il réalise son premier long-métrage, Jim Bludso. À Hollywood, Todd Browning réalisera 48 longs-métrages en 22 ans, 39 films muets, dont 22 ont hélas été perdus, et 9 films parlants qu'on a toujours. Avant Freaks, ses films les plus importants ont bénéficié de la présence d'un acteur hors du commun, Lon Chaney, appelé l'homme aux 1000 visages. Un maître du maquillage qui jouait les balafrés, les amputés et les éclopés,
des êtres défigurés à qui il donnait un caractère héroïque et pathétique. Je voulais rappeler aux gens que ceux qui se trouvent au plus bas de l'échelle de l'humanité peuvent avoir en eux la ressource pour l'abnégation suprême, expliquera Lon Chaney. Le mendiant raccourci, difforme, des rues, peut avoir les idées les plus nobles. Lon Chaney apparaît dans 10 films de Browning, dont 2 de ses plus beaux, Le Club des Trois et L'Inconnu. Dans les films de Todd Browning, Lon Chaney ne connaît jamais l'amour réciproque. Il reste un éternel cœur brisé. Il joue des êtres abîmés, non seulement physiquement, mais par des choix de vie très discutables, les ayant amenés dans des zones grises, faites de reniement et de trahison. Cependant, une puissante lumière continue à se dégager de leur personnalité, qui les pousse à agir avec héroïsme ou à se sacrifier pour le bonheur de ceux qu'ils aiment. Freaks date de 1932. Pour pouvoir le mettre en scène, Todd Browning refuse une adaptation d'Arsène Lupin, où pour la première fois, 2 stars de la même famille, John et Lionel Barrymore, devaient être réunis dans le même film. Curieusement, Freaks sera un des films préférés de la petite fille du second, Drew Barrymore. Avec Freaks, Todd Browning signe sa mort professionnelle à Hollywood et son entrée dans la légende. Il tourne le dos à une image de l'homme et il en embrasse une autre. Et cette décision sera sans retour possible. On raconte qu'à la lecture du scénario, son producteur Irving Thalberg se serait pris la tête dans les mains et aurait dit « Je voulais un film terrifiant, j'ai eu ce que j'ai demandé ». L'idée originale vient de la nouvelle Les Éperons de Todd Robbins, publiée dans Men's Magazine en 1923, que Harry Earls, qui joue dans le film le rôle de Hans, avait proposé à Browning d'adapter. Les Éperons racontent les aventures d'un petit cirque itinérant français nommé Copeau. Jacques Courbe, le nain de la troupe, tombe amoureux de l'écuyère Jeanne-Marie, qui accepte de devenir sa femme par intérêt, car elle sait que Jacques est très riche. Son partenaire et amant, Simon Lafleur, et elle, pense qu'il ne vivra pas longtemps et qu'elle héritera ensuite de sa fortune. Le banquet de noces est cauchemardesque. Pendant celui-ci, les freaks s'enivrent et s'énervent, se disputant le succès du cirque Copeau. L'écuyère Jeanne-Marie se moque de son mari. Elle dit qu'elle pourrait promener son petit singe sur ses épaules à travers toute la France. Un matin, Simon Lafleur retrouve devant sa roulotte Jeanne-Marie, qui le supplie de la protéger de son mari. Le nain l'a prise au mot. Elle a été forcée 1 an durant de le porter sur ses épaules dans des routes de campagne perdues. Jacques Courbe survient, monté sur un chien, une épée à la main. Il poignarde Simon Lafleur et Jeanne-Marie, résignée, le remet sur ses épaules et reprend sa route. Ce récit est considérablement transformé par Todd Browning. Hans n'est pas Jacques Courbe. Dans Freaks, le Lilliputien est un être bon et innocent. L'écuyère devient viscéralement mauvaise et son complice est une ordure. Il ne se contente pas d'attendre la mort du nain, mais décide de l'empoisonner. En outre, les Freaks ne s'opposent pas entre eux, mais forment une société soudée face à un monde qui les exclut. En modifiant les éperons, Todd Browning renverse le sens du récit. D'une nouvelle terrifiante présentant des freaks menaçants, il fait un film ambigu, dans lequel ceux-ci ont des pouvoirs occultes, mais qui s'exercent dans un esprit de justice et de réparation face à l'offense et à l'humiliation faite à l'un d'entre eux. Malgré la transformation de Cléopâtra en canard humain à la fin du film, il n'y a aucun doute que les spectateurs sont supposés quitter la salle en aimant les freaks, d'un amour inconditionnel et même en désirant devenir l'un d'entre eux. Les freaks ne font ni peur ni pitié, ils font envie. Les freaks présents dans le film étaient tous des stars dans le domaine du cirque et des spectacles itinérants. Et la plupart d'entre eux ont également cherché à percer dans le cinéma, mais sans surprise, le cinéma ne leur a pas donné beaucoup d'occasions. Tout d'abord les sœurs siamoises, Daisy et Violette Hilton, qui chantaient et jouaient du violon, de la clarinette, du saxophone et du piano. Elles étaient amies avec Harry Houdini et leur vie amoureuse défrayèrent la chronique. Violette se maria en 1936, malgré de sérieuses difficultés légales portant sur la question de la bigamie. Et Daisy, à son tour, se maria en 1941, même si son époux s'enfuit peu après. Elles jouèrent dans un autre film, inspiré de leur propre vie, Chained for Life. Le chef d'orchestre Cudjat ensuite, Johnny Eck, qui était également prestidigitateur, funambule et jongleur, il savait jouer de la clarinette, du saxophone et du piano. Johnny Eck avait étudié la philosophie, et il était connu pour son intelligence et sa sociabilité. Après Freaks, il est apparu dans une poignée de films, dont 3 épisodes de la série Tarzan, Tarzan l'homme-singe, Tarzan s'évade et Le trésor de Tarzan. Il y interprète un oiseau semi-humain. Il mourut en 1991 sans avoir écrit son autobiographie très attendue. Il y a le torse vivant, Prince Randian, né en Guyane britannique. Prince Randian était capable d'écrire, de peindre, de se raser, de rouler ses cigarettes comme dans le film et même de faire de la menuiserie. Il avait construit lui-même la boîte qui contenait son matériel à fumer. Marié à une indienne nommée Princesse Sarah, il eut au moins un fils qui le portait quotidiennement à son travail. Il y a Olga Roderick, la femme à barbe, l'hermaphrodite Joséphine Joseph, Pete Robinson,
l'homme squelette qui faisait 30 kilos. Et Coucou, la fille oiseau de la planète Mars, une personne atteinte de progéria, cette maladie extrêmement rare et sans traitement connu qui produit des changements physiques qui ressemblent à un vieillissement accéléré. Il y a aussi le contingent de Pinheads, ou tête d'épingle, les microcéphales menés par Schlitzie, de son vrai nom Simon Metz, né au Nouveau-Mexique en 1881. Schlitzie venait d'une famille aisée qui n'admettait pas d'avoir mis au monde un enfant anormal et le confia à un cirque. Né avec un sexe d'homme, Schlitzie se vivait comme une fille et portait une robe et un nœud au bout de la tête. Un article la décrit ainsi. Elle adore les nouvelles robes, les tours de magie, les chapeaux amusants, les bouts de ficelle, la valeur de sabre, jouer à chat et Todd Browning. Après 30 ans d'exhibition dans les cirques, suite à la mort de son manager, Schlitzie fut placée dans une institution psychiatrique où elle manqua de mourir de chagrin et de solitude. Un autre forain l'en sortit et elle reprit ses activités jusqu'à la fin de ses jours. Il y a enfin les nains, Angelo Rossito, qui fera une très importante carrière au cinéma et créera dès 1939 l'Association américaine des personnes de petite taille. Et il y a Harry et Daisy Earls, de leur vrai nom Kurt et Hilda Schneider, deux frères et sœurs qui jouent ici des amoureux. Ils avaient également deux sœurs de petite taille et se produisaient tous les quatre sous le nom The Doll Family. Les gens de la MGM furent très choqués par la présence des freaks à Hollywood. Une délégation officielle déposa une protestation qui aboutit à l'installation d'un réfectoire séparé, de façon, était-il écrit, à ce que les gens puissent manger sans vomir. L'avant-première du film en janvier 1932 ne fut pas moins scandaleuse. Les gens sortirent pendant la séance en courant. Une spectatrice tenta même de poursuivre le studio en prétextant que le film lui avait provoqué une fausse couche. Malgré un article très favorable de l'influente chroniqueuse Luella Parsons, la critique fut généralement exécrable et le film fut un fiasco. Du fait d'une intense campagne moralisatrice menée par les Ligues de Vertu, Freaks tint 2 semaines à l'affiche et ne fut même pas distribué dans certaines villes comme San Francisco. L'échec financier sera important et Louis B. Mayer le revendra quelques années plus tard. Il sera totalement interdit en Angleterre pendant 30 ans et son statut de film culte date de sa redécouverte dans les années 60 et 70. Quant à Todd Browning, il réalisera encore 4 longs métrages avant de quitter Hollywood en 1939 pour déménager à Malibu, où il vivra en reclus avec sa deuxième femme, Alice, puis après la mort de celle-ci, avec ses chiens. Il écrira des contes fantastiques sous pseudonyme pour des magazines pulp. Grand lecteur de littérature gothique et d'ouvrages d'occultisme, il n'accordera plus aucune interview, refusera même en privé de parler de cinéma, voire de regarder un film. Il mourra le 6 octobre 1962. Conformément à sa demande, il n'aura pas de funérailles, il sera incinéré, ses cendres placées auprès de celles de sa femme, au Rosedale Cemetery de Los Angeles. Le film a ceci de particulier que son intrigue est secondaire, mise au profit du spectacle que sont les Freaks, que Todd Browning prend un intense plaisir à nous montrer. Freaks est moins une narration qu'un show, c'est aussi une prophétie. Il annonce dès son introduction la fin des spectacles itinérants et l'eugénisme scientifique qui réglera la question des monstres. Dans La Fabrique des monstres, Robert Bogdan périodise sur un siècle, de 1840 à 1940, l'ère des freak shows en Amérique, soit la mise en scène d'individus présentant des anomalies physiques, mentales ou comportementales, qu'elles soient réelles ou simulées, en vue du divertissement ou du profit. Les premiers freak shows apparaissent aux États-Unis lors du passage de la société agraire à une société structurée par des institutions, écoles, usines, entreprises, hôpitaux. Même s'il y a eu évidemment des monstres exposés spectaculairement en Europe depuis le XVIIIe siècle, l'année 1840 est un tournant qui correspond à la fondation de l'American Museum de Phineas Taylor Barnum. C'est Barnum qui fera du freak show lui-même une institution, avec ses conventions scénographiques, ses recettes commerciales et son esthétique propre. Leur déclin commence dès le début du XXe siècle, lorsque les lois de la génétique formulées par Gregor Mendel sont appliquées à la physiologie humaine. La différence humaine est désormais traitée comme une pathologie. C'est alors que naît le mouvement eugéniste, pour qui les freaks ne sont plus considérés comme bizarres ou curieux, mais comme des infirmes. La prophylaxie, la stérilisation et l'enfermement empêchent les porteurs de gènes défaillants de se reproduire. Avec l'invention des rayons X, on apprend à étudier la physiologie de la difformité. Les freak shows disparaissent, avec leur instrumentalisation à visée commerciale du handicap, d'une évidente cruauté, mais à mesure que la médecine progresse, par l'avortement post-échographique, les freaks disparaissent également. Ils disparaissent au nom d'une vision toujours plus homogène, limitée et même réductrice de l'homme. De tout cela, le film de Todd Browning porte l'empreinte. En outre, en racontant moins une histoire qu'il ne montre les freaks dans leur quotidien, le film se place comme un moment de basculement entre le spectacle de foire et l'audiovisuel. Clairement, ce n'est pas le cinéma qui prendra le relais du spectacle de foire, mais la télévision, beaucoup plus tard. Et Freaks peut ainsi apparaître, à sa manière, comme la matrice occulte du reality show, ou plutôt comme la mise en perspective prophétique de son renversement carnavalesque.
Au moment où la science a commencé à faire disparaître les freaks, c'est toute l'humanité qui s'est transformée en bête de foire. Elle s'est mise à occuper la place qui leur avait été assignée. L'humanité est alors devenue, à elle-même, son propre spectacle. Le premier à s'en apercevoir est le penseur Jean Baudrillard, dans une chronique pour Libération datée du 29 mai 2001 et nommée « L'élevage de poussière ». Dans ce texte, Baudrillard déploie une analyse approfondie du phénomène que représente la diffusion de l'émission Love Story. Dans un premier temps, Baudrillard remarque, comme tout le monde, que ce que montre Love Story, c'est le spectacle de la banalité, de la platitude. Mais dans un deuxième temps, il se reprend et il voit qu'il y a là une autre forme de spectacle extrême. À l'heure où la télé et les médias sont de moins en moins capables de rendre compte des événements insupportables du monde, il découvre la vie quotidienne, la banalité existentielle, comme l'événement le plus meurtrier, comme l'actualité la plus violente, comme le lieu même du crime parfait. Et elle l'est en effet. Et les gens sont fascinés et terrifiés par l'indifférence du rien à dire, rien à faire, par l'indifférence de leur existence même. La contemplation de la banalité comme nouveau visage de la fatalité est devenue une véritable discipline olympique ou le dernier avatar des sports de l'extrême. Et Baudrillard cite Walter Benjamin, « L'humanité qui jadis avec Homère avait été objet de contemplation pour les dieux olympiens l'est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d'elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de premier ordre. » Le phénomène de la télé-réalité et à sa suite celle des youtubeurs, de leurs vlogs et de leurs indénombrables dramas, mais aussi la violence de plus en plus démesurée des émissions de débat, devenues le réceptacle de petites guerres individuelles, sont à voir comme ces nouveaux visages de la fatalité. Ce sont des lieux où les humains s'exhibent comme des bêtes de foire. En ce sens, ce sont les authentiques continuateurs des freak shows. Il y a une différence cependant, et elle est de taille. C'est que les freaks forment une communauté soudée et articulée à partir de leurs différences ou singularités, tandis que les candidats de la télé-réalité sont mis en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Les freaks s'aiment entre eux, tandis que les débatteurs de plateau télé se détestent. Les freaks sont tristes pour les autres, tandis que les youtubeurs ne sont le plus souvent tristes que pour eux-mêmes. Leila Yams, l'actrice qui joue Vénus dans Freaks, le dira. Les freaks n'étaient pas tristes pour eux-mêmes, ils pouvaient l'être pour d'autres freaks, mais aucun d'entre eux n'aurait eu l'idée de se plaindre de son handicap. Basée sur la joie d'être ensemble bien plus que sur la tristesse d'être rejeté par les autres, la société des freaks peut apparaître comme une sorte d'utopie sauvage. Elle est même un véritable défi aux autres communautés humaines. C'est une solidarité nomade et anarchiste, construite malgré l'instrumentalisation à visée commerciale de leur handicap sur les routes des roulottes du cirque itinérant. Ne ressemblant à personne, les freaks ne peuvent pas être rivaux entre eux. Dans Freaks, le spectateur doit s'identifier à Hans, le personnage principal, ce qui fait de lui un freak en lutte contre lui-même, un normal imaginaire. Voulant épouser Cléopâtra, Hans est un freak qui ne voit pas que son émancipation se joue parmi les freaks et non parmi les normaux. Ce n'est pas seulement le privé qui est politique, comme on dit aujourd'hui, c'est le désir. La politique se joue dans notre appareil pulsionnel autant, si ce n'est plus que dans nos idées. Elle se joue dans le regard amoureux que nous portons sur les autres. D'où l'importance de tous ces récits d'enfants qui décident de quitter leur famille pour rejoindre les cirques errants. Tous les enfants sont des freaks. Tous les enfants veulent partir. C'est l'éducation et la culture qui font rentrer la norme jusque dans notre chair, en même temps qu'elles nous habituent à la concurrence, à l'injustice et à la séparation. Désirer la norme, comme Hans désire Cléopâtra, c'est se soumettre à ce que l'humanité peut se proposer de plus égoïste et de plus borné. En outre, c'est un objectif inatteignable. La norme est une image synthétique qui se propose de corriger artificiellement nos écarts à partir d'une idée commune de l'homme, mais celle-ci n'a pas de réalité en elle-même. Personne n'est normal, personne n'a jamais été normal. Tous les hommes sont des freaks qui croient être des hommes. Et cette croyance les détruit, collectivement comme individuellement. Cette croyance les fait entrer en concurrence et instaure la guerre de chacun contre tous et de tous contre chacun. Freaks nous apprend à tourner le dos à cette ambition délétère. Il nous apprend à aimer être un freak et à aimer les autres freaks, ceux qui ne s'opposent pas et ne s'affrontent pas, ceux pour qui la blessure de chacun est portée par tous, la joie de chacun est portée par tous. Télé-réalité, débat télévisé, drama YouTube, c'est toute notre époque qui est traversée par cette contradiction. C'est toute notre époque qui est traversée par le combat intérieur de chacun entre son désir de faire partie des freaks et sa volonté d'appartenir à la norme. D'un côté, il y a la fascination pour les phénomènes extrêmes. De l'autre, le rabattement de ceux-ci sur une hiérarchie de la normalité qui passe par le succès, la fortune ou la force. Toute notre histoire culturelle récente peut s'interpréter à l'aune de ce combat intérieur.
Le succès de Hanouna peut s'expliquer à partir de cette contradiction. D'un côté, son émission est un mixte entre le plateau de débat et la télé-réalité, soit une énième variation sur la transformation des individus ordinaires en bêtes de foire. Hanouna, c'est bien, selon l'expression de Walter Benjamin, l'humanité qui vit sa propre destruction comme si c'était une sensation esthétique de premier ordre. De l'autre, tous ces freaks qui voudraient être des stars, tous ces chroniqueurs qui se croient normaux et dont la détresse est évidente, sont en permanence en train de faire allégeance à leur seigneur, leur petit chef nerveux et bagarreur, tyrannique et hypocrite, lui-même soumis corps et âme à son patron. Pire, ils sont continuellement en concurrence pour obtenir les bonnes grâces de celui-ci, d'où leur surenchère obscène lorsqu'il s'agit d'humilier un invité ou même d'humilier l'un d'entre eux. Hanouna, c'est le norm show, c'est Hercule devenu maître des freaks. C'est une variante de la fête officielle, consacrant l'inégalité, comme le dit Bakhtin. C'est le spectacle pur de la domination. Mais même dans ce pire détournement, il y a la nostalgie de l'âge d'or et une promesse révolutionnaire. Même dans ce spectacle raté, il y a une révélation, ou du moins une suggestion, celle que nous ne pouvons pas vraiment devenir normaux, et nous ne le désirons pas non plus. Nous ne le faisons pas parce que nous le désirons, nous le faisons parce que c'est ce que nous sommes supposés faire. Au plus profond de notre cœur, nous savons que la normalité est à la fois insupportable et impossible, qu'elle est la clé de toutes les injustices et de toutes les violences. Nous le savons, mais nous ne savons pas que nous le savons. Comme nous ne savons pas que nous voulons être des freaks, pourtant, nous le voulons déjà. C'est ce que comprendra Frank Zappa quand il nommera Freaks l'avant-garde sans nom du mouvement hippie à Los Angeles au début des années 60. On retrouve également des traces de l'intuition prophétique de Freaks dans les bandes dessinées de Bill Griffith, dans les disques de Captain Beefheart et des Residents, ou encore dans la chanson des Ramones, Pinhead, dans les films de Federico Fellini, de Werner Herzog, de David Lynch, de Lars von Trier, de Jean-Pierre Mocky et de Bertrand Mandico, dans Harakiri et dans les dessins de Topor, dans les spectacles de la Compagnie du Zérep, dans le roman Cristal qui songe de Theodore Sturgeon et la série Carnival de Daniel Knauf. Depuis 50 ans, tout ce qui s'est fait de plus important en art a eu de près ou de loin un lien avec le cirque et les spectacles de monstres itinérants. Depuis 50 ans, tout ce qui s'est fait de plus beau est né de la nécessité de compenser la progressive disparition du cirque du champ des activités humaines. Si l'art a fait se perpétuer dans ses marges des pratiques et des images relevant des procédures carnavalesques, c'est parce que ses auteurs savaient que celles-ci nous reliaient à la fois à l'âge d'or et à l'utopie vécue, au temps des commencements et à ceux des recommencements après la fin. C'est peut-être le sens des paroles de Claire Doyon, la réalisatrice de Pénélope Mon Amour, en conversation avec Xana Ebov dans le journal 3 couleurs en automne dernier. Nous sommes tous des freaks, mais incapables d'accepter ceux qui ne parviennent pas à s'adapter à notre normopathie. C'est un endroit limitant nous-mêmes et dans notre société qu'il est important d'interroger. Je pense que le prochain MeToo sera celui des freaks. Freaks, c'est là d'où nous venons et c'est là où nous allons. C'est la disparition de Hollywood comme religion et la réapparition de Carnaval. Et les indices de son retour sont aujourd'hui visibles partout. Des freaks de Los Angeles aux supposés wokistes, des hippies aux hipsters, tous les mouvements de la jeunesse des 50 dernières années portent en eux la nostalgie de cette existence humble et colorée, chaotique et vivante, faite de métamorphoses et de relations libres, qui fut notre première existence. Elle l'est encore, et elle le sera toujours. Le visage qu'ils lui font porter peut parfois apparaître comme une simplification, une réduction, une caricature. Incarcérés aujourd'hui dans les prisons psychiques des réseaux sociaux et leur encouragement tacite à l'obsession de la notoriété, ces mouvements sont trop souvent traversés par des appétits de réussite individuelle, voire par la tentation pour chacun de s'ériger en juge des autres. Peu importe, ils sont avant tout porteurs d'une promesse. La promesse que nous ne supporterons pas éternellement ce monde sacrifié à une idée fausse de l'humanité, normalisée, stéréotypée, hiérarchisée, c'est-à-dire faite pour la guerre de chacun contre tous et de tous contre chacun. Et à chaque fois qu'on regarde Freaks, ce qu'on ressent individuellement comme collectivement, c'est à la fois la nostalgie de l'âge d'or, le désir d'un monde où l'humanité serait unie à travers ses différences. La nostalgie d'un monde où la blessure de chacun était portée par tous et le désir d'un monde où la joie de chacun serait portée par tous. Un jour, nous rirons ensemble de ce monde menteur. Là où est la fin, là aussi sera le commencement. Le norm show doit disparaître. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film et rendez-vous dans 5 semaines pour le suivant. Dans le prochain épisode, on parlera de la règle du jeu de genre noir. Si vous pensez que certains films auraient leur place dans la fin du film, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Plusieurs de ceux que vous avez déjà proposés la dernière fois feront l'objet d'un épisode. Enfin, si vous avez aimé ce petit cirque exégétique et interprétatif, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. La norme presse doit disparaître. C'est maintenant que ça commence.